Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Évidemment, d'entrée de jeu, je vous souhaite une excellente année 2026. J'espère que vous serez heureux, j'espère que vous serez épanouis, j'espère qu'il y aura des tas de bons films et des tas de bonnes séries sur votre chemin pour venir égayer un peu cette année 2026. C'est la tradition. Voici mon top 2025, donc des œuvres que j'ai préférées qui sont sorties l'année précédente. Avec cette fois-ci, vous allez le voir, une petite nouveauté. En fait, habituellement sur cette chaîne, lorsque je fais un top de fin d'année, je le consacre exclusivement aux films que j'ai préféré. Mais il se trouve que mon parcours professionnel cette année, qui m'a fait passer par Canal+, avec le Cercle Série, et plus récemment par Allociné, fait que j'ai été contraint et forcé de regarder en 2025 beaucoup plus de séries que je ne le faisais habituellement, et parmi toutes celles que j'ai découvertes, il y a des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre dont j'avais vraiment, mais alors vraiment envie de parler quelque part, et donc c'est l'occasion. J'ai donc décidé pour ce top 2025 de mixer les films et les séries que j'ai adorés l'année précédente, mais plutôt que de les classer avec un traditionnel top 10, ce qui reviendrait un peu à dire que tel film serait inférieur à telle série alors que ce sont deux formes d'art qui sont écrites de manière différente, qui ont vraiment des modalités de narration différentes, voilà, je me suis dit que ça n'avait pas vraiment de sens de les comparer, donc j'ai décidé d'aborder ce classement dans l'ordre alphabétique, voilà, hein. Ou pour le dire pompeusement, avec un abécédaire, voilà, parce qu'après tout, je reste un intello. Voici donc 3 films et 3 séries que j'ai adorés en 2025, 3 plus 3, ce qui nous fait 6, 2026, ce qui n'a aucun rapport. Et on commence donc ce classement, ce top, ce que vous voulez, ce coffre au trésor des œuvres que j'ai adorées en 2025 par la lettre B, B comme Ballroom, Danser pour exister. Alors Ballroom, c'est une série documentaire France Télévisions. Voilà, comme quoi parfois le service public a du bon, qui est réalisé par Amandine Gay, et qui nous plonge dans la scène contemporaine du ballroom français, et qui suit plus spécifiquement la House of Revlon. Alors si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal si vous ne fréquentez pas du tout de cercle LGBT, et après tout nous sommes à l'heure de l'IA, donc j'ai décidé que c'était l'IA qui allait vous expliquer ce qu'est le ballroom. Salut, je suis en train de tourner une vidéo et j'aimerais expliquer aux gens qui la regardent ce que c'est que la scène ballroom. Alors donne-moi une définition, s'il te plaît. La scène ballroom, c'est un mouvement culturel et artistique qui est né dans les communautés queer afro-américaines et latinos aux États-Unis, principalement à New York dans les années 60. C'est une culture de la fête, de la performance, avec des défilés et des compétitions appelées balls, où les participants s'affrontent dans différentes catégories, souvent en voguing. Bon, je vais compléter un peu quand même cette définition parce que ça reste un ordinateur qui n'a pas d'âme, alors que moi, qui est un petit cœur qui bat, j'ai été bouleversé par cette série. Donc en gros, si vous voulez, la scène ballroom, c'est une sous-culture, d'accord, qui a été créée par des groupes LGBT marginaux, et particulièrement les groupes LGBT non blancs, donc aux États-Unis, comme ça a été expliqué. Et en gros, c'est une espèce de mélange entre de la compétition artistique, donc avec des catégories comme le drag queen, la mode, la danse, hein, évidemment, le voguing qu'a repris Madonna, et parallèlement à ça, c'est également un lieu d'accueil où donc les maisons, c'est-à-dire en gros les équipes qui s'affrontent dans ces fameux concours, qu'on appelle des houses, sont des lieux de refuge en fait pour des adolescents LGBT qui, évidemment vous en doutez, en particulier dans les années 60 et évidemment malheureusement encore de nos jours, sont marginalisés. Ce qu'il faut bien comprendre avec la scène ballroom, et la raison pour laquelle ce documentaire est si exceptionnel et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes LGBT, lorsque vous êtes en plus pauvre et en plus de couleur, hein, c'est-à-dire que vous êtes noir, latino, arabe, l'enjeu de la représentation, le fait d'être filmé, d'être montré à des gens qui ne font pas partie de cette culture, c'est un enjeu politique très fort. Donc c'est une culture qui est en fait très rarement filmée, et a fortiori filmée par des gens qui n'appartiennent pas à la scène ballroom, ce qui est le cas ici. Donc, le simple fait que l'on ait accès à ces images, le simple fait qu'il y ait une série diffusée sur France Télévisions qui s'intéresse à la culture ballroom et qui filme et dresse des portraits intimes de ses membres, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel, parce que politiquement, ils auraient eu toutes les raisons de refuser. Mais au-delà du caractère historique un peu de cette démarche, ce qui est vraiment génial dans cette série, c'est toute la partie émotionnelle qui va avec. Parce que, on le disait, la scène ballroom, c'est une sous-culture. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la sous-culture ? Ça veut dire que vous avez des gens qui ont été marginalisés toute leur vie, qui ont vécu, pour certains, voire pour la majorité d'entre eux, des moments, des scènes de grande violence dans leur quotidien, parfois y compris de la part de gens qu'ils aiment, et qui, à travers la performance artistique, à travers la danse et à travers tout un milieu, vont devenir des icônes. En fait, ce que la série documente, c'est comment est-ce que l'art
peut devenir une manière de prendre sa revanche sur la vie. Et je précise bien prendre sa revanche et non pas faire preuve de résilience, parce que dans cette série, et dans les âmes des participants au ballroom, il y a une colère énorme envers la société, envers tous les gens qui ont tenté de les briser, qui va être sublimée dans la performance. Et en fait, tout ça, avec la mise en scène de la série extrêmement simple, très peu esthétisante, qui ne cherche pas du tout à venir appliquer un filtre de cinéma sur cette réalité, parce que cette réalité qui est filmée est en elle-même artistique, est en elle-même cinématographique, tout ça va créer une espèce de souffle. En fait, de tout ce que j'ai regardé cette année, je pense que Ballroom est probablement la série qui m'a le plus ému, parce que ce qu'elle documente, c'est comment est-ce que l'art peut réparer les âmes brisées. Et elle le fait sans jamais nier la violence profonde qui habite ces individus. Forcément, je veux dire, quand vous avez vécu tout ce que les gens qu'on voit dans ce documentaire ont vécu, vous en avez gros sur la patate, et donc évidemment que vous allez avoir des comportements violents, évidemment que vous allez avoir des mots plus hauts que les autres, évidemment que vous allez faire preuve d'une certaine toxicité par moment dans votre rapport aux autres, je veux dire, et la série va capter ça sans jamais le juger. Et si tous les documentaires destinés à la télévision pouvaient aborder les sujets qu'ils traitent avec ce même respect, cette même douceur, cette même poésie et cette absence de jugement, qui soit moral, qui soit politique. Voilà, je veux dire, qu'est-ce que t'en sais de ce qu'ont vécu ces gens ? Contente-toi d'écouter et regarde comment l'art, la performance, l'exigence, parce qu'ils sont très exigeants les uns avec les autres, parfois même jusqu'à reproduire une certaine forme de violence, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est paradoxal, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est humain. Regarde comment tout ça crée des moments qui nous permettent de survivre. Franchement, je vais pas vous mentir, cette série, elle m'a bouleversé humainement, par les portraits qui sont dressés, elle m'a ému par rapport à son message, par rapport à ce que représente toute la scène ballroom, et surtout, elle m'a filé, mais une colère, une envie de tout péter, une envie de faire la révolution, qui est exceptionnelle. Je veux dire, ça faisait très longtemps qu'une série ne m'avait pas habité comme ça, ne m'avait pas transmis toute sa rage, tout son souffle. Et voir une œuvre qui, de par sa simplicité, de par sa poésie, de par sa délicatesse, est capable de dégager une telle puissance, je suis désolé, mais évidemment que c'est dans un top de fin d'année, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que cette rage, cette colère, et en même temps cette envie de vivre et de se battre que la série transmet, qui pourrait faire peur à des gens un peu conservateurs, évidemment, et cette série, elle est disponible en intégralité et gratuitement sur YouTube. Donc imaginez si des gens tombaient dessus comme ça, ce qui pourrait se passer. À quoi le monde pourrait ressembler si le ballroom était enfin reconnu pour ce qu'il est, à savoir une forme d'art majeure et à part entière. Donc regardez Ballroom, Danser pour exister, réalisé par Amandine Gay, c'est dispo sur France Télévisions, c'est dispo sur YouTube, vraiment n'hésitez pas, c'est un très très grand moment de mon année 2025. Et on va pouvoir passer à la lettre suivante qui est elle aussi un B, voilà, donc B bis, Black Dog de Gwan Hu. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, et non, ceci n'est pas le début d'un podcast nul, le désert a été un objet esthétique majeur au cinéma de cette année 2025. J'aurais pu mettre dans ce classement Sirat de Oliver Latche, j'aurais pu mettre One Battle After Another de Paul Thomas Anderson, voilà, deux très bons films qui ont eux aussi cette approche du désert, cette manière de le figurer à la fois comme un lieu concret de violence envers les personnages, et aussi d'un point de vue plus métaphorique, comme c'est le cas dans One Battle After Another, où vraiment pour moi le désert est une métaphore de la grande histoire à laquelle les personnages voudraient appartenir, mais à laquelle ils ne peuvent pas appartenir. Mais parmi tous ces déserts, celui dont personnellement j'ai eu envie de vous parler, c'est de celui du désert de Gobi, tel qu'il est filmé par Gwan Hu dans son film Black Dog. Alors Black Dog, c'est pas n'importe quel film, puisque c'est quand même un long métrage qui a obtenu le prix Un certain regard à Cannes, qui est un peu le versant, on va dire, expérimental, plus expérimental de la compétition officielle. Et ce film, il nous raconte une histoire simple comme bonjour, hein, vous allez voir. En gros, il y a un mec qui sort de prison, voilà, il est accusé de meurtre, il a commis un crime, alors l'a-t-il vraiment commis, est-ce un accident, blablabla, on ne sait pas. En tout cas, il est moralement ambigu, voilà ce héros, et il retourne dans sa ville d'origine, qui est une ville minière, abandonnée par les pouvoirs publics chinois, qui se trouve dans le désert de Gobi, donc,
Ville qui est infestée par des chiens errants. Voilà, il faut dire que l'endroit ressemble à une espèce de ruine à ciel ouvert, on dirait presque The Last of Us, hein, vraiment un monde post-apocalyptique qui s'étend à perte de vue devant nous, habité donc par des chiens, et parmi ces chiens, il y a un chien noir que les autorités accusent d'avoir la rage, et évidemment, entre deux êtres errants accusés d'avoir la rage, voulant être matés par le système, va se dessiner une amitié touchante et bouleversante. Voilà. Alors de tous les films que j'ai vus en 2025, Black Dog est déjà très certainement celui qui filme le mieux le désert, et il y avait de la compétition cette année dans ce cas précis, mais c'est surtout probablement le film de fiction avec la mise en scène la plus frappante que j'ai vu cette année. En fait, si vous voulez, je vous ai résumé un peu le film là, donc vous comprenez bien que tout ça tient sur un timbre-poste, c'est-à-dire que très clairement, le récit n'est pas l'intérêt principal, n'est pas ce qui passionnait Guan-Hu lorsqu'il s'est mis, voilà, lorsqu'il a essayé de monter ce projet Black Dog. Non, c'est vraiment un pur film de mise en scène. C'est un film qui va passer son temps à transformer son décor, la ruine, qui est une thématique esthétique qui personnellement me parle beaucoup en plus, donc forcément j'étais très heureux devant toutes les images du film. Il va passer son temps à transformer ces images pour essayer d'en sortir un discours politique. En fait, si vous voulez, l'impression que moi j'ai eue devant Black Dog, qui est une impression très étrange, parce qu'en réalité c'est un film social, c'est un film sur une partie de la Chine qui est totalement laissée à l'abandon par les pouvoirs publics, sur un ancien détenu, etc., donc on n'est pas du tout là-dedans. En fait, ce film est filmé comme un film de science-fiction. Et ça, c'est très frappant. Parce que, devant ce film, je me suis dit, il filme ça comme si c'était Mad Max. Il pose sa caméra avec un travail graphique, si vous voulez, permanent, qui évoque, voilà, vraiment ces œuvres pulp, ces œuvres de l'imaginaire, ce que le film n'est pas du tout. Et en fait, je me suis longtemps interrogé sur ce paradoxe, sur pourquoi est-ce que il avait vraiment cette démarche. Est-ce que c'est simplement parce que c'est un gars esthétiquement, voilà, qui est intéressé par la proposition esthétique de ses films, peu importe le contexte dans lequel ça s'inscrit. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit que ce choix, qui peut paraître paradoxal, est en fait la grande force du film. Je m'explique. Ce que documente Black Dog, qui est une œuvre de fiction, évidemment, c'est la pauvreté. La pauvreté des travailleurs chinois qui sont dans des villes abandonnées, en fait, hein, évidemment, délaissées, il n'y a plus aucun investissement public, etc. La Chine étant un régime centralisé, évidemment. Et le fait de filmer ça comme de la science-fiction, je pense qu'il faut le prendre de façon très littérale. C'est-à-dire que quand on est chinois, quand on a grandi sous l'égide du parti unique communiste chinois, qui promet à toutes et à tous la sortie de la pauvreté, le fait qu'il y ait de la pauvreté, c'est de la science-fiction. Et c'est donc très littéralement que Guan-Hu développe une critique très acerbe, à mon avis, de la politique publique chinoise, sans jamais en avoir l'air. Et c'est ça qui m'a frappé dans ce film, en réalité. C'est comment est-ce que, simplement, avec de la mise en scène, tu peux te mettre à raconter une toute autre histoire que celle qui ne se déroule que dans les dialogues. C'est vraiment le film, Black Dog, cette année, qui m'a rappelé, parce que je le savais évidemment, mais qui m'a vraiment remis à l'esprit que le cinéma, c'est d'abord et avant tout de la mise en scène. Alors évidemment, au-delà de cette dimension-là, plus symbolique, plus politique, on peut parler de l'excellence technique du film. C'est-à-dire, c'est vraiment un film qui est mis en scène au cordeau, rythmiquement notamment. Je pense au découpage, je pense au montage, à la manière dont chaque effet est parfaitement calculé par le metteur en scène pour arriver pile au bon moment et frapper pile au cœur et là où il faut chez le spectateur pour l'impliquer dans l'histoire. C'est un film vraiment presque de musicien, dans sa précision comme ça, chirurgicale de chacun des effets. Ce qui fait que, comme tout est très aride dans Black Dog, évidemment, puisque ça se passe dans un désert, les plans sont très longs, sont très précis, etc. Le moindre truc devient énorme, en fait, pour le spectateur, et ça procure vraiment un sentiment très puissant où tu te sens inférieur au film, où tu sens que le film te domine totalement, il t'emmène dans un monde que tu ne connais pas, et il contrôle totalement ton ressenti. Impossible de divaguer, de partir ailleurs. C'est un film d'une très grande puissance. C'est vraiment un metteur en scène qui est au sommet de son art, qui est en train de donner une leçon à, je pense, beaucoup de ses contemporains, et c'est un film aussi, au-delà de tout ça, très émouvant, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus émouvant que l'amitié entre un homme et un chien ?
Je pense que ça parlera à tout le monde. Donc si vous vous êtes un peu laissé rebuter par le côté film chinois, le côté un certain regard, donc ça va être un peu film d'auteur expérimental, je comprends, voilà, on a tous nos a priori sur certains films, mais surtout n'hésitez pas à aller découvrir Black Dog, parce que c'était un des très très grands moments de cinéma de cette année. Et donc, nous en avons fini avec la lettre B, je vous promets, là il y en a, là, il y en a plus. Nous allons pouvoir passer à la lettre C. Ouais, on avance très lentement dans cet abécédaire. C comme crime contre l'humanité. À nouveau une série documentaire, à nouveau une série France Télévisions, comme quoi décidément le service public cette année, en termes de qualité des documentaires, s'est placé très au-dessus de la concurrence en ce qui me concerne, qui est réalisée par Gabriel Le Beaumain, et qui nous raconte, je vais prendre un peu plus de sérieux parce que c'est quand même des sujets qui sont plus graves, qui nous raconte 3 procès. 3 procès d'hommes qui ont été les seuls en France à être jugés pour crimes contre l'humanité. Ces 3 hommes, vous les connaissez probablement, ce sont des noms qui ont marqué l'histoire de France, Paul Touvier, Maurice Papon et Klaus Barbie. 3 procès racontés pour la postérité, pour la mémoire, avec les vraies images des procès. Je parlais de moments historiques avec Ballroom, le fait d'avoir accès à ces images. C'est à nouveau le cas ici dans Crimes contre l'humanité, parce que les procès de ces 3 collabos avaient été filmés comme documentation historique, mais n'avaient jamais été rendus publics. Donc c'est la première fois avec cette série que l'on assiste véritablement aux procès tels qu'ils ont eu lieu. Donc rien que ça déjà, ça installe cette série dans quelque chose d'immense. Parce qu'on a un moment historique, le fait d'avoir accès, nous, spectateurs, à ces images qu'on nous avait cachées, ça installe un deuxième moment historique, parce que ce qui est filmé là, évidemment, c'est historique, des procès pour l'histoire, les procès des grands collabos qui ont donc commis des crimes contre l'humanité, de multiples crimes contre l'humanité, et c'est un moment historique enfin, d'un point de vue artistique. Parce que, au-delà du fait que vous devez absolument regarder cette série pour la mémoire, pour l'histoire, pour le fait d'assister, on va dire, à des événements qu'on jugerait inimaginables, en fait, tellement notre société, par la modernité, a gommé ces aspérités violentes, ça nous permet de replonger un peu dans le dur de l'histoire, dans le dur de l'histoire de France, mais surtout par sa limpidité, par sa clarté, par sa douceur, qui est un mot qui convient pas, mais en gros c'est pour dire par sa sobriété, voilà, c'est plus le terme que je voudrais employer. Cette série, ce qu'on voit là, est un travail absolument titanesque de narration. Parce que pour rendre des procès qui ont duré des jours, narrativement compréhensibles, narrativement digestes, pour un spectateur qui les découvre des dizaines d'années après, où l'on comprend tout, où l'on comprend les enjeux, où l'on comprend les polémiques, où on arrive véritablement à revivre ces moments-là, c'est énorme. Ce que l'on voit là, dans cette série, ça n'a l'air de rien, parce que ça a l'air facile. Quand tu vois le travail terminé, c'est toujours facile. C'est d'une difficulté extrême pour arriver à ce niveau de clarté, de limpidité et d'émotion avec des images d'archives uniquement par le montage. Crime contre l'humanité, c'est probablement l'une des œuvres de procès les plus exceptionnelles que j'ai vues de toute ma vie, et je suis un très grand amateur de ce genre, plus généralement du huis clos d'ailleurs, où se jouent de grandes choses. C'est probablement l'un des plus grands chefs-d'œuvre de ce genre que j'ai vu de toute ma vie, notamment, au-delà évidemment de sa narration sur laquelle j'ai beaucoup insisté, notamment pour le côté émotionnel. C'est la seule des œuvres dont je vais parler dans cette vidéo pour laquelle je vais devoir faire un trigger warning. Parce que vous devez regarder cette série pour son travail historique, pour son travail de montage, pour voilà, tout ça. Mais il faut quand même préciser que, comme nous avons accès dans cette série à de réels témoignages, de témoins et de victimes qui sont véritablement venus à la barre, il y a 2-3 scènes, je pense notamment à toute la partie sur Klaus Barbie, qui est vraiment la pire de ce point de vue-là, de très loin, qui sont émotionnellement insoutenables. Moi, je veux dire, je me considère plutôt, à tort ou à raison, mais en tout cas, je me considère plutôt comme un spectateur résistant. Je me qualifierais de résistant par rapport... putain, le terme... non, parce que je me qualifierais, on va dire, comme un spectateur plutôt blindé par rapport à ce genre d'image. Là, même moi, ça m'a atteint.
Je veux dire, il y a vraiment des scènes qui sont d'une violence qui est assez inimaginable dans les récits qui sont partagés. Donc, même si c'est un chef-d'œuvre, parce que ça l'est, voilà, j'ose le terme, même si il faut le voir pour la réussite artistique et pour le moment d'histoire, ce n'est pas une série qui est à mettre entre toutes les mains. Voilà, je pense que c'est important quand même de le préciser. Et vous voyez, rien que là, le fait d'en parler, là, ça fait remonter un peu des trucs. Voilà, c'est vraiment... il y a des œuvres comme ça qui sont titanesques, en fait, qui nous arrivent dessus, et tu te dis, ce que je suis en train de voir là, ça va faire date. Bref, passons à la lettre D. D comme la dérive. Voilà, bon, j'ai placé ça là, ce petit moment d'auto-promo, après le côté un peu mastoc, comme ça, de crime contre l'humanité. Pour faire un petit bilan, un petit peu, voilà, parce que donc en 2025, j'ai écrit un court-métrage qui s'appelle La Dérive, qui est un film, en fait, qui se déroule dans un hôpital psychiatrique et qui pose une question très simple. Si un prophète ou une prophétesse, tel que Jésus, Mahomet, tout ça, arrivait en 2025, est-ce qu'il pourrait être prophète ou est-ce qu'il serait directement interné ? Voilà. Donc ça, c'est l'idée de départ du film. C'est donc un drame fantastique, un drame psychologique, mystique, quelque chose comme ça. Voilà, c'est une espèce de genre, un peu aux confins des genres, voilà, comme ça. On a travaillé avec toute mon équipe, avec mon producteur sur le projet. On a fait les castings, voilà, le projet a démarré, il est lancé. On a demandé le CNC, on ne l'a pas eu. Ça s'est pas joué à grand-chose en plus parce qu'on a été au dernier tour, vous savez, d'avoir les aides pour les courts-métrages. Donc ça s'est vraiment pas joué à grand-chose. Mais voilà, on va quand même le tourner évidemment. Donc on a lancé une cagnotte, si vous voulez nous aider, m'aider à réaliser ce film. Qu'on va faire de toute façon, mais ce serait mieux de le faire avec plus d'argent évidemment pour qu'il ait la meilleure gueule possible et qu'on puisse vraiment toutes et tous en être très très fiers. Même 1 euro, même 2 euros, même 5 euros, voilà, vous n'êtes pas obligé de donner beaucoup. Si tous les abonnés à cette chaîne donnent 1 euro, on finance le film. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc il y a un lien dans la description. N'hésitez pas à nous aider, je vous remercie d'avance pour ce petit geste, voilà, que vous pouvez faire. Et je vous propose de revenir au top, où nous allons maintenant passer à la lettre E. E comme Eddington de Ari Aster. Tiens, encore un film de 2025 qui se passe dans un désert. Qui aurait pu prédire ? Ah, quel bonheur de retrouver Ari Aster, que personnellement j'avais perdu dès Midsommar. Hein. Voilà, je sais que beaucoup de gens adorent Midsommar, c'est pas mon cas, c'est vraiment un film que je déteste, c'est probablement celui que je déteste le plus d'ailleurs de toute sa filmographie. Je pourrais en parler un jour si vous voulez. Mais voilà, moi j'avais perdu Ari Aster que j'avais découvert comme tout le monde avec Hérédité, au moment où c'est sorti, qui est vraiment un putain de film d'horreur contemporain, qui a quasiment lancé à lui tout seul les studios A24. Et j'avais aussi énormément aimé son moyen métrage d'étude, qui s'appelle The Strange Thing About the Johnson, qui est en fait, pour vous le dire très simplement, une espèce d'hommage à Hitchcock, qui filme donc une famille où a lieu un inceste, comme un film d'horreur. Donc c'est vraiment une proposition esthétique et thématique très 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 forte, c'est-à-dire que le mec il termine ses études, il te livre ça, t'es en mode ah oui, voilà, là on a un réalisateur qui va compter, qui s'est donc un peu perdu, voilà, en chemin, avec Midsommar, avec Boys Afraid, qui est un peu un film que personne n'a compris, et moi non plus, je vous l'avoue, et donc forcément quand sort Eddington, qui est en plus un film qui n'a rien de fantastique, qui n'est pas vendu comme un film d'horreur, bah, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous probablement qui s'en sont désintéressés, qui n'ont pas donné sa chance au film en mode on s'en fout, voilà, de toute façon le mec il est perdu, il a été diffusé à Cannes, il a vraiment quasiment fait aucun bruit, voilà, donc les gens savent pas trop quoi faire de ce film, j'ai l'impression, et en ce qui me concerne, c'est probablement l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année, de très très loin, c'est-à-dire que si j'avais dû faire un top traditionnel, il serait dans les 3 premiers et il serait pas 3e. Quel bonheur de cinéma. Quel film d'une maîtrise et d'une subtilité assez extraordinaire. Et j'aimerais répondre, j'en profite, je règle mes comptes, avec certaines critiques que j'ai pu entendre à propos du film, qui, dans la manière où il n'est absolument pas fantastique du tout, c'est-à-dire il n'y a aucun élément horrifique quelconque, les gens se sont dit, bon bah c'est que ça doit être une satire. Voilà.
C'est une caricature, voilà, le mec il veut dénoncer l'Amérique trumpiste, voilà, parce que, en gros, pour vous résumer, c'est l'histoire d'une petite ville, donc Eddington, dont le maire, qui est joué par Pedro Pascal, veut se faire réélire. On est en plein Covid, et le shérif local, qui est joué par Joaquin Phoenix, décide de se présenter contre lui, et en fait, ce à quoi on va assister pendant tout le film, c'est un début de guerre civile. En fait, au milieu de cette ville, qui est une espèce de condensé un peu des États-Unis, qui va sombrer vraiment dans le chaos, les gens vont être incapables de s'écouter, vont être incapables de débattre, et ça va finir par sortir les guns à la fin du film. Donc il y a beaucoup de gens qui voyant ce film, et voyant qu'il ne contenait aucun élément horrifique, qui est pourtant ce pourquoi Ari Aster est connu, qui donc se sont dit, bah voilà, c'est une satire, il caricature, c'est grossier, blablabla. Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout, c'est pas du tout la manière dont j'ai abordé le film personnellement. Je pense que si l'on prend Eddington au 2e degré, on ne comprend pas le film. C'est la thèse que je vais défendre devant vous dans cette vidéo. En fait, pour moi, Eddington est un film entièrement au 1er degré. C'est-à-dire que Ari Aster, on l'a vu, quiconque a vu des interviews de lui et même a vu Beau is Afraid qui ne parle que de ça, peut constater à quel point cet homme est un homme anxieux. Et on lui souhaite évidemment de se rétablir le plus vite possible. C'est un homme anxieux, et je pense que l'une des formes d'anxiété dont il fait preuve, c'est l'anxiété sociale, qui vraiment, il consacre un film entier à ça dans sa filmographie, qui est Beau is Afraid. Et je pense que Ari Aster a véritablement peur, 1er degré, qu'il y ait une guerre civile aux États-Unis. Et en fait, ce film est une exorcisation de cette angoisse. C'est-à-dire que je ne pense pas du tout que Eddington soit une farce, soit une satire, soit quelque chose de caricatural ou de cliché. C'est la matérialisation en film du cauchemar politique dans lequel sont en train de pourrir nos confrères américains. Et en ce sens, je trouve le film d'une justesse extraordinaire. En fait, la grande force pour moi d'Eddington, c'est que, en mélangeant un peu tout, c'est-à-dire, voilà, alors il y a les anti-vaccins, puis il y a des espèces de gourous masculinistes, puis il y a Black Lives Matter, puis il y a du racisme, évidemment, voilà, il y a tout ça, il y a des antifas, enfin, une espèce de cocktail, comme ça. Et la grande force de ce film, la grande intelligence de ce film, c'est justement de ne pas prendre parti. Ce qu'on pourrait lui reprocher, d'ailleurs, y compris de tous les côtés, c'est-à-dire de dire que c'est un film qui n'est pas assez conservateur, ou de dire que c'est un film qui n'est pas assez progressiste. J'ai pensé parfois, devant ce film, qu'il n'était pas assez progressiste, d'ailleurs, personnellement. Mais c'est aussi, paradoxalement, sa grande force, de se contenter de dire que toute la merde partira d'un acte isolé, de quelqu'un qui avait un truc personnel à régler, et qui sera récupéré ensuite, et qui fera effet boule de neige. Ça rend le film absolument terrifiant, de ce point de vue-là, c'est-à-dire que, vraiment, Ari Aster a réussi à me transmettre son angoisse de la guerre civile, parce que tu te dis, on n'est pas loin que ça arrive vraiment 1er degré, là. Donc cette angoisse, difficile pour un thérapeute de venir lui expliquer qu'elle serait totalement illégitime. C'est un film brillant. Je trouve personnellement que c'est un film brillant. C'est un exercice à la fois thématique, esthétique, politique, métaphorique, absolument brillant. Et paradoxalement, tout ce génie-là, parce que je trouve vraiment qu'il y a du génie qui est à l'œuvre dans Eddington, accouche d'un film qui est tellement mal aimable que ça m'étonne pas que le film soit aussi mal reçu, alors qu'il est exceptionnel, en termes de mise en scène, en termes de jeu, en termes d'histoire. C'est le paradoxe des films qui sont non pas trop en avance sur leur temps, mais qui saisissent à ce point, avec autant de justesse, une période. Et l'émotion d'une période, c'est qu'il met au jour des choses que l'on n'a pas envie de voir. A fortiori lorsque les esprits sont particulièrement échauffés, comme c'est le cas aux États-Unis. Quand on sera sorti un peu de toute l'ère Trump, etc., je pense vraiment qu'on va se retourner collectivement vers Eddington et qu'on va se dire, on avait là un très 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 gros morceau et on aurait peut-être dû écouter un peu plus. Voilà. En tout cas, j'espère, parce que sinon ça veut dire qu'il n'y a que moi qui ai aimé ce film, et qu'en fait, ça se trouve, il est beaucoup moins intelligent que je le pensais, et qu'en fait, je passe pour un gros con en le défendant, mais je pense vraiment pas. Je pense que c'est un film assez exceptionnel, très, très humain, avec la sincérité avec laquelle il nous partage cette angoisse-là. Et en tout cas, c'est une angoisse que j'ai reçue, parce que j'ai vraiment vécu le film à 2000%,
Et comme toutes les personnes qui s'expriment sur Internet, est-ce que j'ai pas une forme d'anxiété sociale? C'est possible aussi, et c'est la raison pour laquelle ça m'a autant parlé, et à quel point j'ai eu l'impression de comprendre intimement quelle était la crainte de ce réalisateur. En tout cas, même si vous n'êtes pas particulièrement sujet à ces petites sueurs froides face à l'avenir politique qui nous arrive, je pense que de toute façon, Eddington est un très grand moment de cinéma. C'est vraiment un film comme on n'en fait plus. Ça ressemble à ces films, si vous voulez, un peu comme La Nuit du Chasseur. Vous voyez, qui sont... Alors, je dis pas que c'est au même niveau que La Nuit du Chasseur, mais c'est vraiment pour essayer de faire comprendre mon propos. En fait, c'est un film assez inclassable. Et c'est ça qui le rend aussi fascinant, d'un point de vue strictement cinématographique, s'il n'y a que ça qui vous intéresse. Nous faisons maintenant un très très grand bond dans l'alphabet, et nous atterrissons à la lettre Q. Q comme Querer, mini-série espagnole de 4 épisodes diffusée sur Arte en France et réalisée par Alauda Ruiz de Azua. J'espère que je l'ai bien dit parce que je ne parle pas un mot d'espagnol, je m'appelle Schmitt, évidemment j'ai fait allemand. Je vais essayer de garder un peu mon calme pour aborder cette série parce que je sais, j'en ai déjà parlé avec des gens, je sais que je monte un peu dans les tours quand je parle de cette série, c'est un chef-d'œuvre. D'accord, c'est un chef-d'œuvre, c'est l'un vraiment des chefs-d'œuvre de cette année. C'est la preuve que le cinéma de Michael Haneke et son approche esthétique et thématique n'est pas mort. Voilà, je vais aussi loin que ça, c'est-à-dire pour moi c'est un tour de force, cette série. Cette série nous raconte l'histoire d'une mère de famille qui est mariée depuis 20 ans, voilà, qui a 2 enfants, et qui, du jour au lendemain, alors que tout semble bien, tout semble aller, voilà, comme il faut, quoi. Je veux dire, elle sourit sur les photos de famille, elle est aisée, quand ses enfants, ses 2 fils viennent la voir, tout semble bien se passer, elle décide du jour au lendemain de quitter son mari. Alors, elle décide du jour au lendemain de quitter son mari, et donc quand elle l'annonce à ses enfants, légitimement, ses 2 fils sont en mode, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe, là Qu'est-ce qui t'arrive? Explique-nous. Et en fait, au cours d'une discussion, elle va leur révéler, c'est pas un spoil, hein, je veux dire, c'est vraiment le sujet de la série, elle va leur révéler qu'en fait, leur père lui a fait subir des viols conjugaux pendant toute la durée du mariage. Voilà. C'est-à-dire que le viol conjugal, dans leur vie intime, était la norme, en fait. Y compris donc, potentiellement, lorsque ces 2 fils ont été conçus. Elle continue en expliquant qu'elle va divorcer, qu'elle va le poursuivre au pénal pour viol, etc. Et cette libération de la parole, soudaine, qui est la seule source de vérité auquel on aura accès, parce que nous ne verrons aucune image des accusations qui pèsent sur le mari, nous ne verrons rien de tout ça, uniquement la parole de la mère. Cette parole va provoquer une scission au sein de la famille, d'une ampleur qu'elle ne soupçonnait pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la famille, et notamment un de ses fils, qui va tout simplement décider de ne pas la croire. Le tout raconté donc avec l'approche esthétique que je qualifie donc de proche du style de Michael Haneke, c'est-à-dire avec une froideur clinique extrême, sans aucune musique. C'est très frappant d'ailleurs au visionnage, parce que ça faisait, je pense, des années que j'avais pas vu une série où il n'y avait vraiment aucune musique, pas de musique du tout, pendant toute la série, et en même temps c'est normal, parce que c'est une série sur la parole, et sur la vérité que porte cette parole. C'est un moment de cinéma, de performance, d'émotion exceptionnel. Je sais pas trop quoi vous dire de plus en fait, parce que tout est tellement au cordeau, tout est tellement précis, tout est tellement juste, tout est tellement parfaitement rythmé, qu'il y a un moment donné en fait où la seule chose qui nous reste au visionnage, c'est la suffocation. En fait, c'est vraiment une série qui est suffocante, que je ne vous conseille pas de binge-watcher, même si elle fait uniquement 4 épisodes, parce que c'est une série qui est extrêmement violente psychologiquement, qui est à la limite de l'insoutenable à certains moments, parce que, comme chez Michael Haneke encore une fois, il y a une espèce de froideur avec laquelle les scènes les plus affreuses sont abordées, les mots les plus durs possibles sont prononcés, sans aucune emphase dans la mise en scène, sans aucune musique, ce qui ne fait que décupler la puissance de ce qui a lieu. C'est vraiment un moment de fiction comme j'en ai très rarement vu cette année et même les années précédentes. C'est-à-dire que pour moi, Querer a atteint une intensité
émotionnel. Alors c'est un style particulier, évidemment, on est sur un cinéma qui est très très froid, sur une approche vraiment allemande, on va dire, du drame psychologique, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, vous devez absolument regarder ça, c'est du génie en fait, voilà, pour moi qui est à l'œuvre dans cette série. En plus de son importance politique, évidemment, c'est un moment de bravoure artistique qui vous laissera pas indemne. Et vous voyez, j'en perds ma voix. Parce que ça m'a vraiment pas du tout laissé indemne non plus. C'est exceptionnel. Ce à quoi on a droit dans cette série. Donc, regardez Kerrer, faites-le en douceur, parce que c'est vraiment très très intense, émotionnellement comme série. Et je vous propose de passer à la dernière lettre de notre abécédaire. T comme Tardes de Soledad. Un après-midi de solitude en français. À nouveau l'Espagne, l'Espagne conclut cette vidéo. Tardes de Soledad, donc, qui est un documentaire réalisé par Albert Serra, qui est personnellement un cinéaste avec lequel j'ai toujours eu beaucoup de mal parce que je n'aime pas ses fictions. Ouais, j'aime pas ce qu'il raconte, ça ne m'intéresse pas du tout, j'aime pas comment il le raconte, donc si vous voulez, la hype, notamment qu'avait entouré Pacifiction, son film précédent, moi j'étais totalement passé à côté, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas. Je sais pas comment le dire autrement, parfois c'est aussi simple que ça, il n'y a pas vraiment de justification à avoir, ça ne me prend pas du tout. Mais ça y est, avec un documentaire, parce que Tardes de Soledad est un documentaire, j'ai compris ce que vous lui trouvez, donc ça y est, maintenant je suis dans la team Albert Serra. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ne voient pas du tout de quoi il s'agit, ce documentaire en fait suit un toréador, donc quelqu'un qui fait de la corrida, avec une approche stylistique extrêmement particulière, c'est-à-dire en isolant absolument tout ce qui ne le concerne pas. C'est-à-dire que vous avez un mec, seul, qui, lorsqu'il est avec du monde autour, la caméra est exclusivement sur lui, et qui, lorsqu'il est dans l'arène, au milieu donc du public, nous ne voyons jamais le public. Nous ne voyons que sa performance, nous sommes laissés seuls, nous spectateurs, face aux gestes du toréador, et je vous parlais un peu par rapport à Ballroom du fait de faire des documentaires sans juger, vous savez. Là, on a atteint le pic, je pense, avec Tardes de Soledad, parce que c'est un film donc, qui fait la part belle aux scènes de violence sur les animaux, évidemment, parce que la corrida, c'est de la violence sur les animaux, donc vous avez des scènes qui sont très graphiques, qui sont très violentes de ce point de vue-là. Mais la démarche de Serra par rapport à cette violence, c'est de nous laisser seuls face à elle. C'est-à-dire à aucun moment de venir condamner ou célébrer quoi que ce soit. C'est simplement de nous laisser seuls face aux images. Et de les laisser nous pénétrer. Nous pénétrer vraiment. Et donc, in fine, d'être traversé par tout un tas de pensées contradictoires. C'est vraiment un film qui est empli de contradictions et qui fait de la contradiction le sel de sa poésie. Parce qu'il y a un travail esthétique, je vous ai montré quelques images, qui est énorme dans ce film évidemment, qui en fait l'un des films les plus époustouflants visuellement qu'on a pu voir cette année, mais c'est surtout le sens profond qu'a cette poésie qui m'intéresse dans Tardes de Soledad, parce que c'est pas simplement un geste esthétique, c'est une réflexion sur l'image et sur le sens qu'elle véhicule. Parce que, en ayant regardé le film, j'étais incapable de vous dire de quoi il parlait. C'est-à-dire que voilà, c'est l'histoire d'un toréador qu'on va filmer, faire ce qu'il fait aux bêtes et voilà, et s'habiller, et se soigner, et se maquiller, et voilà. Mais en fait, je ne sais pas quelle est la démarche du film. Je suis laissé totalement seul face à des images qui me dépassent. Et ce qui se crée en moi à ce moment-là, c'est un sentiment de mythologie. C'est vraiment l'impression de regarder un mythe, de regarder quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. C'est vraiment cette idée, un peu comme Black Dog, cette idée que l'image nous dépasse. Cette idée que le cinéma est quelque chose de plus grand que l'humain qui le regarde, et que ça nous dépasse tellement que malgré son apparente simplicité, parce que c'est un film très simple, de cette simplicité surgit un abîme. Je sais que ce que je raconte là doit avoir assez peu de sens si vous n'avez pas vu le film, mais je pense que celles et ceux qui l'ont vu comprennent ce que je veux dire. Il y a dans ce film quelque chose de grand que l'on ne peut pas identifier. Il y a quelque chose qui a été capté avec ce film, qui nous a été donné avec ce film, qui fait que c'est l'un des gestes de cinéma, d'une part les plus radicaux de l'année, évidemment, mais aussi les plus purs, malgré la violence. C'est vraiment un film sur le pouvoir absolu du cinéma, le pouvoir absolu des images, le pouvoir absolu du sens sans fin
qu'elles peuvent contenir. Ou pas. Mais j'ai bien l'impression que tout ça contient quelque chose. C'est sur ça que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère que le format abécédaire film et série vous a plu et que on va peut-être reconduire l'expérience l'année prochaine. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de lire vos tops, évidemment, dans les commentaires, qu'il s'agisse de films ou de séries. Voici en tout cas les 6 œuvres qui m'ont le plus marqué en 2025, pour des raisons assez différentes, hein, vous l'avez vu. Voilà, je vous souhaite encore une fois une très bonne année, plein de bons films, plein de belles séries, et je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma. Salut tout le monde.